Dostoïevski, un cœur faible. Deux jeunes gens, employés dans la même administration, Arkad Ivanovitch Nefedovitch et Basil Choumkov, vivaient sous le même toit. La routine oblige un auteur à exposer au préalable l'âge, le grade, l'emploi et même le caractère des personnages qu'il met en scène. Mais comme beaucoup d'écrivains commencent leur récit de cette façon, le conteur de la présente histoire, pour ne pas faire comme les autres, et peut-être même, diront quelques-uns, par une présomption infinie, se voit obligé d'entrer immédiatement en plein cœur de son sujet. Donc, le soir, la veille du Nouvel An, Choumkov rentra chez lui vers les 6 heures. Couché sur son lit, son ami Arkad se réveilla et le regardant, les yeux encore mi-clos, constata que le camarade portait des vêtements de fête et un jabot immaculé. Un tel luxe vestimentaire frappa le dormeur. « Où diable est allé Basile ?» se demanda-t-il, d'autant plus qu'il n'a pas dîné à la maison. Quant à Choumkov, il alluma la bougie et Arkad devina aussitôt que, le croyant toujours endormi, son collègue se disposait à le réveiller. En effet, Basile toussa 2 fois, et ayant fait le tour de la chambre, laissa tomber la pipe qu'il était en train de bourrer dans un coin près de la cheminée. Un rire intérieur égaya Arkad. « Allons, Vassia, avait rusé, dit-il. « Tu ne dormais donc pas, Arkasha ?»« Je ne pourrais le dire, en vérité. Il me semble que je ne dors pas. »« Ah, Arkasha, mon cher ami, tu ne sais pas ce que je vais te raconter. Tu ne devines pas. »« C'est juste, je ne le devine pas. Approche donc, Vassia. » Basile, qui ne s'attendait pas à la ruse d'Arkad, s'approcha immédiatement. L'autre le saisit aussitôt par le bras et en jouant le renversa sur le lit, le serrant à l'étouffer, ce qui, par parenthèse, avait l'air de l'amuser énormément. « Te voilà pris !» cria-t-il. « Arkasha, voyons, que fais-tu ? Laisse-moi, je vais abîmer mon frac. »« Qu'importe, que me fait ton frac ? Pourquoi n'es-tu pas plus méfiant ? Allons, réponds. Où es-tu allé et où as-tu dîné ? Arkasha, laisse-moi, je t'en prie. Où as-tu dîné ? C'est justement ce que je voulais te dire. Alors raconte. Laisse-moi d'abord me lever. Non, je ne te laisserai point tant que tu ne me l'auras pas dit. Voyons, Arkasha, comprends donc qu'on ne peut pas agir ainsi, cria le faible Vassia, tout en cherchant à se dégager de la forte poigne qui le maintenait. Il y a des choses, des matières. Quelle matière ? Il y a des choses dont on ne peut parler dans une position pareille. Cela vous fait perdre toute dignité. Cela paraît ridicule. Et l'affaire ne l'est point, je t'assure. Bien au contraire, elle est tout à fait sérieuse. Allons, avec tes affaires sérieuses. Qu'as-tu encore inventé ? Raconte-moi de drôles de choses, car j'ai envie de rire. Dieu m'est témoin, Arkasha, que je ne peux pas le faire. Je ne veux rien savoir. Couché en travers du lit, Vassia cherchait par tous les moyens à donner le plus de dignité possible à ses paroles. Je ne dirai qu'une chose, Arkasha. Quoi ? Je suis fiancé. Arkad Ivanovitch ne dit plus un mot, mais il prit le pauvre Vassia dans ses bras comme un enfant, et bien que son ami ne fût point de petite taille, mais au contraire très long, quoique maigre, il se mit à le promener à travers la pièce, en faisant semblant de le bercer. « Ah, voilà le fiancé, dit-il. Je vais l'emmailloter. » Puis, voyant que Vassia ne disait mot, il s'arrêta, et comprenant enfin que la plaisanterie avait dépassé les bornes, il posa sa victime par terre et lui déposa 2 baisers amicaux sur les joues. « J'espère que tu n'es pas fâché, Vassia. »« Non, mais pourquoi fais-tu le fou ? Combien de fois ne t'ai-je pas dit ? Arkasha, ce n'est pas du tout spirituel ce que tu fais. »« Tu n'es pas fâché ? Moi ? Non. Tu sais bien que je ne me fâche jamais. Tu m'as simplement fait de la peine. »« De la peine ? Pourquoi ? Je suis venu vers toi comme vers un ami, pour t'ouvrir mon cœur, te dire tout mon bonheur. Quel bonheur ? De quoi veux-tu parler ?
Je te répète que je vais me marier, répondit Vassia, qui en réalité commençait à se sentir agacée. Tu te maries? Toi? Vraiment? Hurla Arcade. Non, non, qu'y a-t-il donc? Tu parles? Et tes yeux sont pleins de larmes, mon Vassia. Mon fils, allons. Est-ce bien vrai cela? Et Arkad Ivanovitch se précipita de nouveau vers son ami pour le reprendre dans ses bras. Tu comprends maintenant ma colère, dit Vassia. Tu es mon ami, un bon ami, je le sais. Je viens vers toi, gonflé de joie, l'âme exaltée, et soudain je me vois obligé de te raconter mon histoire dans une posture grotesque, me débattant sur ton lit, moi qui voulais te parler gravement, dignement. Tu comprends, Arkasha, continua-t-il en riant. J'étais ridicule, et pourtant je ne peux pas ravaler ainsi mes sentiments les plus sacrés. Et si tu m'avais demandé comment elle s'appelle, je te jure que je ne t'aurais point répondu. Mais pourquoi te taisais-tu alors? Tu m'aurais tout de suite dit je n'aurais pas agi comme je l'ai fait, cria Arkad Ivanovitch, dont la désolation faisait peine à voir. Ça va bien, allons. Tout cela a pour cause mon trop bon cœur. Tu le sais bien que j'ai bon cœur. Ah, comme je regrette de n'avoir pu te dire cela. Comme je le voulais, d'une façon sérieuse, qui t'eût fait plaisir. Tu sais, Arkasha, combien je t'aime, et que si tu n'étais pas là, je ne pourrais, il me semble, vivre en ce monde. Arkad Ivanovitch, qui malgré ses folles allures était très sensible, riait et pleurait à la fois. Vassia, riant et pleurant lui aussi, tous deux s'étreignirent de nouveau. Comment est-ce arrivé? Raconte-moi tout, Vassia. Excuse-moi, mon cher frère, je suis tellement surpris, tellement surpris. Ce fut pour moi comme un coup de tonnerre. Vive Dieu! Mais ce n'est pas possible, mon ami. Tu viens d'inventer tout cela. Avoue, tu m'as menti. Ce disant, Arkad Ivanovitch sondait la figure de son ami, cherchant à pénétrer ses pensées. Mais, voyant l'affirmation se peindre sur les traits de Vassia, il sauta sur son lit et mit tant de joie et d'enthousiasme à faire des cabrioles que tout tremblait dans la chambre. Choumkov le regardait faire. « Allons, Vassia, assieds-toi là !» dit Arkad enfin, en s'asseyant lui-même sur le lit. Je ne sais vraiment pas par quel bout commencer. Sous l'emprise d'une douce émotion, ils se regardèrent longuement. Qui est-elle, Vassia? Mademoiselle Artemiev, chuchota Choumkov d'une voix que le bonheur faisait trembler. Pas possible. Je t'avais déjà rempli les oreilles de récits la concernant. Puis, comme j'ai cessé, tu n'as rien remarqué. Oh, Arkad, cela m'aurait coûté beaucoup de te le dire. J'avais tellement peur de parler. Je craignais que tout échouât, et pourtant je l'aimais. Arkasha, mon Dieu, quelle histoire, vois-tu, continua-t-il d'une voix entrecoupée, troublée par tant de sentiments confus. Elle avait un fiancé à cette époque. Il y a 1 an de cela. Je l'avais connu. Il était, enfin... Puis il fut envoyé en mission, et il avait cessé d'écrire. Il l'attendait, ne sachant ce que cela signifiait. Soudain, il y a 4 mois, il revient, marié. C'était lâche et vil. Il n'y avait personne pour plaindre ces malheureux. La pauvrette pleurait, et moi, j'en suis tombé amoureux. Mais non, je l'avais toujours aimé. J'allais chez eux de plus en plus souvent. Je cherchais à la consoler. En vérité, je ne sais comment la chose est arrivée, mais elle m'aima aussi. Il y a 8 jours seulement que, n'en pouvant plus, je me mis à sangloter et je lui dis tout, que je l'aimais, bref, tout. « Je suis prête à vous aimer, moi aussi, répondit-elle. Mais, Basile Petrovitch, vous savez que je suis une pauvre fille et que je n'ose plus aimer personne. Tu comprends, frère, tu comprends. Nous nous sommes promis aussitôt. » Je réfléchis longtemps, et je demandai « Comment le dirais-je à votre maman ?» Elle me répondit « C'est difficile. En ce moment, attendez un peu. Elle pleure et elle craint encore. Aussi peut-être
refusera-t-elle de me donner à vous? Mais moi, vois-tu, je n'ai pas voulu attendre et j'ai parlé à la vieille. Lise était à genoux devant elle, moi aussi. Alors elle nous a donné sa bénédiction. Oh Arcacha, mon bon ami, nous vivrons ensemble, car je ne pourrai plus te quitter. Vassia, j'ai beau te regarder, et je ne puis croire, je te jure, je ne puis arriver à te croire. Il me semble que tout cela, écoute-moi, est-ce vrai que tu te maries? Moi aussi, je te l'avoue, j'ai voulu me marier. Mais maintenant, cela m'est égal. Alors, sois heureux, sois heureux. Frère, je me sens le cœur si léger, et la vie me paraît si douce, dit Vassia. Il se leva, tout ému, et se mit à parcourir la chambre. N'est-ce pas que tu ressens la même chose? Nous vivrons peut-être pauvrement, mais nous serons heureux. N'est-ce pas que ce n'est pas une chimère, et que notre bonheur est là, sous la main, et que nous serons heureux, réellement? Écoute, Vassia. Quoi? Dit l'autre en s'arrêtant. Il me vient une pensée, mais j'ai presque peur de t'en parler. Excuse-moi, tâche d'écarter mes doutes. De quoi vivras-tu? Je suis très heureux que tu te maries, je suis très heureux, mais je ne veux pas écarter cette idée. De quoi vivras-tu? Mon Dieu, quel homme tu fais, Arcacha, dit Vassia, avec un regard étonné vers son ami. Que penses-tu donc? La vieille elle-même n'a pas mis 2 minutes pour comprendre tout ce que je lui ai exposé. Demande-leur donc de quoi ils ont vécu jusqu'ici. 500 roubles pour 3. C'est tout ce qu'ils avaient à dépenser. C'est à cette somme que se montait la pension à la mort du père. Pour 3, Lisa, la vieille et le petit frère dont il faut payer la pension. Et voilà tous leurs moyens d'existence. C'est nous deux qui sommes des capitalistes, car vois-tu, j'ai des années où je gagne 700 roubles. Voyons, Vassia, tu m'excuseras, je ne voudrais pas détruire tes illusions, mais de quels 700 roubles veux-tu parler? Tu n'en as que 300. 300? Tu ne comptes pas Julian Mastakovitch? Julian Mastakovitch, mais, mon cher ami, ce n'est pas une affaire sûre, ce n'est pas comme les 300 du traitement, où chaque rouble arrive comme un ami fidèle. Bien entendu, Julian Mastakovitch est un brave homme, un grand homme même, si tu veux, que j'estime beaucoup, et je comprends fort bien qu'il soit si haut placé. Je l'aime beaucoup, parce qu'il a de l'affection pour toi, et qu'il te paye ton travail, alors qu'il aurait pu t'attacher à lui sans rémunération. Mais tu comprendras bien, Vassia. Écoute encore. J'admets que dans tout Pétersbourg, on ne puisse trouver une aussi belle écriture que la tienne, continua Nefedovitch, non sans quelque admiration. Mais si un jour tu cesses de plaire, que Dieu nous garde, ou si les affaires de Julian Mastakovitch s'arrêtent, ou bien encore s'il en prend un autre, car tout cela peut arriver en ce monde. Et alors, que feras-tu, Vassia? Écoute, Arcacha, dans ces conditions-là, nous pouvons craindre aussi que le plafond nous tombe sur la tête. Bien entendu, je ne dis rien. Non mais enfin, pourquoi veux-tu qu'il ait l'intention de se séparer de moi? Tu le sais, j'exécute pourtant ses ordres ponctuellement. Et il est si bon pour moi. Aujourd'hui encore, il m'a donné 5 roubles d'or. Est-ce possible? Une gratification alors? Mais non, c'est de sa poche. Et il a ajouté « Voilà 5 mois que je ne t'ai rien donné. Prends donc cela. Je te remercie beaucoup, je suis très content. Il ne faut pas croire que tu travailles pour rien. » C'est ainsi qu'il m'a parlé, et ses paroles m'ont fait presque pleurer, Arcacha. Dis-moi, Vassia, as-tu terminé cette copie qu'il t'a demandée? Non, pas encore. Vassia, mais qu'as-tu fait, mon cher? Ne crains rien, Arcade. J'ai encore 2 jours devant moi. Comment se fait-il que tu n'aies pas travaillé? Allons, te voilà maintenant si effaré que tout se bouleverse en moi. Il n'y a rien de perdu encore, car en y réfléchissant, tu pourras compter que j'ai bien le temps de terminer. Et si tu n'y arrivais pas, s'écria Arcade, il t'a donné une gratification, et tu te maries. Mon Dieu! Cela ne fait rien, murmura Choumkov.
Je vais reprendre à l'instant même. Je m'y mets. Comment as-tu fait pour abandonner ? Arcacha réfléchit. Pouvais-je rester en place ? Au bureau même, je ne pouvais rester assis, tant l'attente me pesait sur le cœur. Ah, je vais passer la nuit d'aujourd'hui, celle de demain et d'après-demain, et tout sera terminé. Il en reste beaucoup. Je t'en prie, laisse-moi tranquille, ne me dérange pas. Marchant sur la pointe des pieds, Arkad Ivanovitch alla s'asseoir sur son lit. Ensuite il se leva, puis se rassit aussitôt, songeant qu'il dérangeait peut-être son ami. Cependant, l'immobilité lui pesait, tant son agitation était grande. Il était tout retourné encore par la nouvelle, et tout vibrant de la joie première qu'il en avait ressentie. Il regarda Choumkov. Celui-ci lui lança un coup d'œil amical. Puis, fronçant les sourcils, comme si dans ce mouvement de physionomie résidait toute sa puissance de travail, il se remit à compulser les papiers étalés sur sa table. Lui non plus n'avait encore pu maîtriser son trouble. Il changeait les plumes, remuait sa chaise, recommençait à écrire, mais sa main tremblait. « Arcacha, tu sais, je leur ai parlé de toi, s'écria-t-il, comme s'il s'était rappelé soudain de quelque chose. « Tu leur as parlé ? Et moi qui voulais justement te le demander. Alors, que t'ont-elles répondu ? Je te raconterai cela plus tard. D'ailleurs, je ne voulais pas t'en prévenir avant d'avoir achevé la copie de 4 feuillets. Mais voilà que je me suis souvenu de toi et d'elle. Tu vois, je ne peux pas écrire. Je pense tout le temps à vous tous. » Un sourire errait sur les lèvres de Vassia. Le silence retomba. « Mon Dieu, quelle mauvaise plume !» s'exclama Choumkov. D'un geste furieux, il la jeta sur la table, puis en prit une autre. « Écoute, Vassia, un mot seulement. Allons, dis vite. Combien en reste-t-il encore à copier ? » « Ah, frérot !» Vassia fit une grimace, comme si cette question de son ami était la plus désagréable et la plus terrible qu'il fût possible de poser. « Beaucoup trop. J'ai une idée, tu sais. »« Quelle idée ? Mais non, écris. Allons, dis-moi. Quelle idée as-tu ? » ?»« Il est 7 heures, Vassia. » Nefedovitch sourit et lança à son ami un regard malicieux, mais un peu timide cependant, un peu gêné. Il ne savait pas comment le camarade allait prendre la chose. Eh bien, Vassia, qui avait pour de bon abandonné ses écritures, le regardait maintenant droit dans les yeux, intrigué. « Sais-tu quoi ? Dis-le enfin au nom de Dieu. Tu sais, tu es fatigué. Tu ne pourras pas faire grand-chose. Attends, ne me contredis pas. Je te vois venir. » Nefedovitch parlait vite, et se levant soudain, il chercha à empêcher Vassia de l'interrompre. « Il faut te calmer, rassembler tes esprits, n'est-ce pas ? »« Arcacha, s'écria l'autre, se dressant dans son fauteuil. « Je t'assure que je passerai ma nuit à écrire. »« Bon, mais il faudra te coucher au matin. »« Pour rien au monde. Mais si, il le faut absolument. Couche-toi vers les 5 heures, et je viendrai te réveiller à 8. C'est fête demain. Tu pourras écrire toute la journée. La nuit aussi. Combien te reste-t-il en somme ? » Vassia, tout tremblant, lui tendit un cahier. « Voilà, dit-il. Mais il n'y en a pas beaucoup. »« Il y en a encore, mon ami, dit Vassia d'un ton hésitant, humilié. Combien ? » « 2 cahiers. Cela ne fait rien. Nous aurons le temps de finir. »« Arcacha, tais-toi. Nous sommes à la veille de la nouvelle année. Les familles se réunissent à table, et nous deux, seuls, nous sommes comme des orphelins. » Et Nefedovitch saisit son ami dans ses bras herculéens. « C'est décidé, Arcacha, dit Basile. Je voulais te dire quelque chose, Vassia. Si... » Arkad s'arrêta, la bouche ouverte, l'émotion l'empêchant de parler. Vassia le tenait par les bras, le regardant dans les yeux, remuant les lèvres comme s'il allait prononcer lui-même la phrase devant laquelle hésitait son ami. « Alors, dit-il enfin, présente-moi aujourd'hui. Arkad, nous y allons tout de suite prendre le thé. Que dis-tu de cette idée ? Nous n'attendrons même pas l'heure finale de l'année. Nous partirons avant, s'écria Vassia.
sous l'emprise d'une émotion qu'il ne pouvait dissimuler. 2 heures alors, ni plus ni moins. Et ensuite, ce sera la séparation jusqu'au moment où mon travail sera terminé. Vassia, Arcade. 3 minutes plus tard, Arcade était déjà en grande tenue. Quant à Vassia, qui n'avait pas quitté ses vêtements de fête pour se mettre au travail avec tant d'ardeur, il se borna à un coup de brosse. Vivement, ils gagnèrent la rue, l'un plus heureux que l'autre. La route allait à Kolomna en traversant la Petersburgska Storona. Arkad Ivanovitch marchait à grands pas énergiques et son allure montrait la joie qu'il éprouvait en songeant au bonheur de Vassia. Celui-ci trottinait sans rien perdre toutefois de sa dignité. Bien au contraire, Arkad ne l'avait jamais vu sous un pareil jour. Il l'estimait et l'admirait davantage, et la disgrâce physique de son ami Vassia. Je ne vous ai pas encore dit que notre héros avait une épaule plus basse que l'autre, défaut qui d'habitude excitait la compassion d'Arcade. Ne faisait qu'accroître cette tendresse profonde qu'il éprouvait pour son ami et dont ce dernier se montrait si parfaitement digne. Il avait peine à retenir les larmes de joie. « Où vas-tu, Vassia ? C'est plus près par ici, s'écria-t-il, en voyant que son ami cherchait à gagner la perspective de Vosensnek. « Tais-toi, Arcade, tais-toi. Je t'assure que c'est plus près par ici, Vassia. Tu sais, Arcade, commença Vassia d'un air mystérieux, tu sais... » Sa voix s'éteignait sous l'emprise de la trop douce émotion. « Quoi ? Je voudrais apporter un petit cadeau à Lisa. Que veux-tu lui acheter ? Tu vois, frérot, là-bas, le beau magasin de Madame Leroux. Eh bien, un petit bonnet. J'en ai vu un aujourd'hui, si petit et si beau. J'ai demandé, on m'a dit que ce modèle s'appelait Manon Lescaut. C'est un vrai miracle, des rubans couleur cerise. Et pas cher. Et même plus cher, cela ne ferait rien. N'est-ce pas, Arcacha ? Tu es le plus grand des poètes, Vassia. Allons-y. » Ils se mirent à courir, et 2 minutes après, ils entraient dans le magasin de mode. Une Française aux yeux noirs vint au-devant eux, et dès le premier regard jeté sur ses visiteurs, sa figure s'anima, comme la lueur d'une clarté joyeuse. Vassia eût voulu l'embrasser. « Arcacha, dit-il à mi-voix, en tournant des yeux éblouis vers toutes les jolies choses montées sur des petits pieds en bois qui garnissaient la table du magasin. « C'est miraculeux. Regarde cet enchantement. » Il désigna un amour de petit bonnet qui se dissimulait dans un coin, non pas celui qu'il avait d'abord remarqué, mais un tout différent, qui se trouvait plus loin. Il le regardait avec une telle convoitise qu'il semblait craindre de le voir s'envoler ou disparaître au gré d'un hasard méchant. « Vois, dit Arkad Ivanovitch, le doigt vers une autre coiffure. Celui-là est plus beau, à mon avis. »« Cela te fait honneur, Arcacha, et je reconnais vraiment ton bon goût, répondit le jeune homme, qui voulait sans doute ruser pour amener son ami à approuver son choix. Mais viens ici, et regarde ce bonnet. » Ne pouvant dominer son enthousiasme, Vassia saisit la petite coiffe. Celle-ci, toute heureuse, aurait-on dit, de rencontrer si gentil acheteur, donnait l'impression de descendre toute seule de son perchoir au devant de la main du jeune homme. À la vue de ses rubans, de ses ruches, de ses dentelles, un cri d'admiration sortit de la puissante poitrine d'Arcade. Madame Leroux elle-même, qui avait gardé une dignité silencieuse durant le temps de ce choix hésitant, récompensa d'un sourire le bon goût de Vassia, heureux de voir que le joli geste et le gracieux sourire marquaient une visible approbation. « Oui, disait-elle, vous avez deviné ce qu'il faut, et vous me paraissez digne du bonheur qui vous attend. »« En as-tu mis de la coquetterie à chercher ce coin solitaire ?» s'écria Vassia, regardant avec amour le petit bonnet. « Tu le faisais exprès de te cacher. » Il déposa un baiser sur le frêle objet, ou plutôt, craignant de froisser son trésor, il embrassa le vide qui l'entourait. « C'est ainsi que se dissimule la véritable vertu, » ajouta Arcade.
qui, pour la circonstance, se rappela cette phrase, lue dans un journal le matin. « Alors, Vassia, que faisons-nous »« Vivat, Arcacha, tu as de l'esprit, et je te prédis que tu vas faire fureur dans la société féminine. »« Madame Leroux, que désirez-vous ?»« Ma chère Madame Leroux. » Madame Leroux regardait Arkady Ivanovitch en souriant, avec malice, de l'exaltation du fiancé. « Vous ne voudriez pas croire combien je vous adore en ce moment. Permettez-moi de vous embrasser. » Et Vassia déposa 2 baisers respectueux sur les joues de la marchande. Réellement, il fallait un grand effort de dignité pour éviter le ridicule dans la société d'un pareil évaporé. Mais Madame Leroux avait accueilli l'exubérante admiration de Vassia avec tant de gentillesse et de bonne grâce que le grotesque des allures et des propos du jeune fou en fut atténué. Elle l'excusa, car à vrai dire, pouvait-on se fâcher de pareilles gamineries. « Quel est le prix, madame ?»« 5 roubles or, répondit-elle, déjà revenue au sourire commercial. « Et celui-là, demanda Arkad, en désignant le bonnet qui l'avait remarqué. 8 roubles. Vassia restait indécis. « Permettez, dites-moi, madame Leroux, lequel, selon vous, est le plus gracieux et le plus saillant ? L'autre est plus riche, mais celui que vous avez choisi est plus coquet. C'est donc celui que nous allons prendre. » Madame Leroux enveloppa le bonnet dans une feuille de papier de soie très mince et fixa le paquet avec des épingles. Et c'était si délicatement fait qu'il semblait que le papier fût encore plus léger qu'avant. Respirant à peine, Vassia prit soigneusement le frêle objet, salua madame Leroux et, après de nouvelles amabilités, sortit du magasin. « Je suis un viveur, je suis né pour être un viveur » criait-il, riant nerveusement à petits éclats. Il trottinait maintenant, cherchant à éviter les passants, les soupçonnant de noirs desseins, du désir criminel d'écraser son trésor. « Écoute, Arcacha, commença-t-il. » Tous les chants d'un amour triomphant semblaient vibrer dans ses paroles. « Arcade, je suis si heureux, si heureux. Et moi, mon petit Vassia. Non, Arcacha, ton affection pour moi est infinie, je le sais. Mais tu ne peux ressentir la 100e partie de ce que j'éprouve. Mon cœur déborde. Arcacha, je ne suis pas digne de tant de bonheur. Je le sens, je le reconnais. » Il parlait et des sanglots assourdis faussaient le timbre de sa voix. « Qu'ai-je donc fait pour gagner ce bonheur ? Qu'ai-je fait, dis-moi ? Regarde. Combien de gens autour de nous, combien de larmes, combien de chagrins, combien de pauvres vies quotidiennes, sans joie ni fête. Et moi, une pareille jeune fille même. Mais tu vas la voir dans quelques instants, et tu pourras toi-même apprécier ce noble cœur. Je suis de basse extraction. J'ai un grade, c'est vrai, des appointements, une situation indépendante, peut-être, mais j'ai un défaut physique. Une de mes épaules est plus basse que l'autre, tu le sais, et malgré cela, elle m'aime tel que je suis. Et Julien Maskatovitch a été pour moi si tendre, si attentionné, si poli, et lui qui me parle cependant si rarement s'est approché de moi. Alors, Vassia, je te jure, il m'a appelé de mon petit nom. Tu vas faire la fête, n'est-ce pas ? Et il riait en me disant cela. Oui, votre Excellence, ai-je répondu. Et ressemblant tout mon courage, je repris. Peut-être bien, votre Excellence. C'est là qu'il me donna de l'argent, puis ajouta encore quelques mots. J'étais tellement touchée que je me suis mise à pleurer. Lui aussi était très ému. Il me donnait des petites tapes sur l'épaule et il dit « Sois toujours aussi sensible, Vassia, comme aujourd'hui. » Le jeune homme se tut un instant et Arkady Ivanovitch, ne pouvant plus dominer son trouble, se retourna pour s'essuyer furtivement les yeux. « Et encore, continua Vassia, je ne t'ai jamais parlé de cela. Arkad, ton amitié m'honore tellement. Je ne pourrais vivre sans toi. Arcacha, non, ne dis rien. Laisse-moi te serrer la main. Laisse-moi te remercier.
Trop ému, Vassia ne pouvait continuer. Arkad Ivanovitch voulut le serrer dans ses bras, mais comme il traversait la rue, le cri d'un cocher qui hurlait « Prenez garde !» l'en empêcha et tous deux, surpris, rendus prudents, coururent vers le trottoir. Arkad Ivanovitch était même satisfait que l'incident eût mis fin à ce flux de paroles. Les circonstances présentes étaient la cause des épanchements de gratitude de Vassia. Mais lui, Arkad, se reprochait de ne pas mériter réellement pareilles effusions. Il sentait que jusqu'ici, il avait si peu fait pour son ami. Une sorte de honte le prenait de ces chaudes manifestations, que rien dans leur relation ancienne ne justifiait. Alors il songea qu'il avait encore toute la vie devant lui pour se dévouer, et il respira plus aisément. On avait sans doute perdu l'espoir de leur visite, car tout le monde était déjà autour de la table de thé. De plus, Vassia, par taquinerie, avait déclaré à sa fiancée qu'il ne pourrait sans doute pas disposer de sa soirée. Il faut croire pourtant que les vieux sont plus clairvoyants que les jeunes. Lise avait tant affirmé à sa mère que Vassia ne viendrait pas, son cœur serré le lui faisait craindre, que la vieille dame avait fini par douter, elle aussi. Cependant, au fond, une voix lui disait que le jeune homme ne pourrait certes pas rester chez lui ce jour de fête, et que n'étant pas de service, il accourrait sûrement. Lise ne s'attendait donc pas à le voir ce soir. Quand elle ouvrit la porte, elle n'en put d'abord croire ses yeux. Une rougeur subite envahit ses joues, son cœur battait comme celui d'un oiseau pris au piège. Mon Dieu, quelle surprise! Quel « ah » joyeux s'échappa de ses lèvres. « Cher menteur !» s'écria-t-elle en se lançant au cou de Vassia. Représentez-vous son étonnement et sa confusion quand derrière son fiancé, elle vit Arkad Ivanovitch qui, fort intimidé, cherchait à se dissimuler. Car il faut vous dire que le pauvre Arkad n'était jamais bien à son aise dans la société des femmes, et il lui était même arrivé, mais nous en parlerons plus tard. Cependant, veuillez vous mettre à sa place. Il n'y a rien de bien drôle à cela. Il est là, dans l'antichambre, avec ses caoutchoucs, son manteau et son bonnet à oreilles, tout enveloppé d'une écharpe jaune, grossièrement tricotée, attachée par derrière sans aucune élégance. Il aurait fallu enlever tout cela vivement pour se présenter sous un jour plus favorable. Un désir naturel à tout homme, c'est de chercher à paraître sous son meilleur aspect. Et en outre, il y avait bien encore ce bon Vassia qui devenait subitement insupportable, mêlant au compliment la fantaisie la plus extravagante, sans pitié pour la gêne de son compagnon. « Le voici » cria-t-elle. « Ma chère Lise, je te présente Arkad. Regarde-le. C'est mon meilleur ami. Embrasse-le, Lise, et quand tu le connaîtras mieux, tu l'embrasseras davantage. » Eh bien, que devait faire en cette occurrence Arkad Ivanovitch, qui n'avait même pas défait son écharpe? À vrai dire, il avait honte de l'enthousiasme excessif de Vassia, de cette exubérance qui, tout en dénotant un cœur excellent, était néanmoins hors de propos. Enfin, tous deux pénétrèrent dans la première chambre. La vieille mère parut infiniment heureuse de connaître Arkad. Elle en avait entendu déjà dire tant de bien. Elle ne put même pas terminer sa phrase, car un « ah » de joyeuse surprise l'avait arrêtée. Mon Dieu! Lise se tenait devant le petit bonnet, maintenant sorti du papier de soie, et les mains jointes dans un geste naïf, souriait avec tant de grâce que les deux jeunes gens regrettèrent de n'avoir pu trouver chez Madame Leroux quelque chose d'encore plus charmant. « Oh mon Dieu! Où peut-on trouver plus joli bonnet? Je le dis sérieusement. » Il me faut vous avouer que je ressens quelque colère en pensant à l'ingratitude des deux jeunes gens envers le petit bonnet. Mais regardez donc, messieurs, que peut-on trouver de plus beau? Mais regardez donc! Cependant, mes reproches sont inutiles, car maintenant tout le monde est d'accord avec moi. Ce n'a été qu'un brouillard subit, un égarement momentané. Je suis prêt à pardonner. En revanche, je vous prie, contemplez le petit bonnet.
Excusez-moi de mon insistance, mais je ne puis m'en détacher. Il est tout en tulle, léger, si léger. Un large ruban couleur cerise, garni de dentelle, court entre le tulle et la ruche. 2 autres, larges et longs, tombent sur la nuque. Il faut que Lisa s'en coiffe, et alors vous m'en direz des nouvelles. Mais je crois que vous ne me regardez point. Cela vous paraît indifférent. Oui, vous tournez la tête d'un autre côté. Il me semble que vous contemplez 2 grosses larmes, 2 perles qui brouillent des yeux plus noirs que des charbons, et qui, après avoir trembloté un instant sur les longs cils, viennent choir sur l'œuvre d'art de Madame Leroux. Et voilà que le dépit me prend de nouveau. Ce n'est pas ce bonnet qui fait couler ces 2 larmes. Non, je pense qu'un cadeau pareil devrait s'offrir avec plus de gravité. C'est alors seulement qu'on peut l'apprécier à sa juste valeur. Vous voyez, monsieur, que je défends toujours mon petit bonnet. On prit place, Vassia près de Lisa, et la vieille mère à côté d'Arcade. La conversation s'anima, et Arcade sut se montrer à sa hauteur. C'est de grand cœur que je lui rends cette justice, car jamais je n'aurais attendu autant de lui. Après quelques phrases bien senties à propos de Vassia, il se mit à louanger avec éloquence Julian Mastakovitch, son bienfaiteur. Il parla si raisonnablement et si intelligemment qu'1 heure durant la conversation ne chôma pas. Il fallait voir avec quel tact et avec quelle connaissance du monde Arkady Ivanovitch s'étendait sur quelques traits particuliers de Julian Mastakovitch, se rattachant de façon plus ou moins directe à ses rapports avec Vassia. Quant à la petite vieille, elle était sous le charme. Elle ne s'en cachait point, et ayant attiré Vassia dans un coin, elle lui dit qu'elle considérait son ami comme un jeune homme particulièrement aimable et surtout comme un esprit solide, remarquablement équilibré. Vassia eut toutes les peines du monde à ne pas rire, car il se rappelait qu'1 heure auparavant, cet homme sérieux lui avait fait subir 1000 gamineries. La mère fit un signe à Vassia, qui la suivit dans une chambre voisine. Disons-le, elle allait trahir le secret de sa fille. Elle le faisait certes par bon cœur, par excès de bons sentiments. Il n'empêche que, ces réserves faites, nous sommes obligés de dire qu'elle voulut montrer d'avance aux fiancés le présent que Lisa lui réservait pour le premier jour de l'année. C'était un portefeuille brodé d'or avec des dessins parfaits. D'un côté, on voyait une biche faite de grains de verre et d'un naturel achevé. De l'autre, il y avait le portrait d'un général connu, frappant de ressemblance. Je ne veux point m'étendre sur l'admiration que manifesta le jeune homme, et nous allons rentrer au salon, où l'on ne perd pas non plus son temps. Lise se dirige vivement vers Arcade, et saisissant ses 2 mains, lui rend grâce de la visite qu'il avait bien voulu leur faire, et de l'amitié qu'il porte à son cher Vassia. Elle paraît très émue. Elle a entendu dire qu'Arcade était un véritable frère pour son fiancé, qu'il l'aimait beaucoup, qu'il le guidait, le soutenait de ses conseils. Aussi elle, Lise, doit l'en remercier cordialement. Elle ajoute qu'elle croit pouvoir espérer qu'Arkady Ivanovitch l'aimera aussi, sinon autant que Vassia, tout au moins beaucoup. Ensuite, elle le questionne sur la santé de son ami, puis exprime quelques craintes sur le peu de connaissances qu'il semble avoir des hommes et de la vie pratique. Elle affirme qu'elle-même le surveillera, qu'elle l'entourera de ses soins, et qu'enfin elle compte bien qu'Arkady Ivanovitch ne les quittera pas et qu'il habitera toujours avec eux. Et sous le coup d'une troublante émotion, elle s'écrie naïvement « Nous ne ferons qu'un seul être, tous les 3. » Cependant, il fallait partir. Bien entendu, la mère et la fille insistèrent pour les garder encore, mais Vassia ayant déclaré sans embâche qu'il ne pouvait rester plus longtemps, Arkady Ivanovitch approuva. On demanda les raisons de ce départ hâtif, et tout le monde le trouva justifié quand on sut que le travail confié à Vassia par Julian Mastakovitch était pressé et très important.
Il fallait le remettre après-demain matin, et non seulement il n'était pas terminé, mais le pire, c'est qu'il n'était même pas commencé. La mère, troublée à ce récit, et Lise inquiète, ne cherchèrent plus à retenir le fiancé. Le dernier baiser n'y perdit rien, et s'il fut plus court que tant d'autres échangés déjà, il ne fut ni moins chaleureux, ni moins passionné. Enfin, on se quitta, et les deux amis reprirent le chemin de leur logement. Aussitôt dans la rue, ils s'empressèrent de se transmettre leurs impressions mutuelles. Il ne pouvait en être autrement. Arkady Ivanovitch était amoureux, lui aussi. Qui plus que Vassia était capable de le comprendre. Il l'avoua donc à Vassia, qui se mit à rire, très heureux, ajoutant que ce sentiment n'avait rien d'exagéré et que bientôt ce serait le lien qui les rapprocherait encore davantage. « Tu m'as deviné, Vassia, s'écria l'ami. Je l'aime autant que je t'aime toi, et elle sera mon ange aussi bien que le tien. Votre bonheur s'étendra sur moi et me réchauffera moi aussi. Elle sera ma patronne, et c'est entre ses mains que je remets mon destin. Mon amitié pour vous deux est égale. Vous restez inséparables dans mon cœur et dans ma pensée, et j'aurai deux êtres à aimer au lieu d'un. » Trop gonflé de bonheur, Arkad se tut, laissant son compagnon remuer jusqu'au fond de l'âme par ces derniers mots. Le fait est que Vassia n'aurait jamais cru que semblables paroles pussent sortir de la bouche d'Arcade, qui n'était pas expert en discours et n'avait rien non plus d'un rêveur. Et voilà cependant que maintenant il se lançait dans des rêves. Et quels rêves! Les plus gais, les plus frais, les plus colorés. « Que ne ferais-je pour vous entourer de mes soins ?» reprit-il. « D'abord, je veux être le parrain de tous tes enfants. Et puis, Vassia, il nous faut maintenant songer à l'avenir. Il faut acheter des meubles, louer un appartement, pour que chacun de nous trois ait sa chambre à lui. Sais-tu, Vassia, ce que je vais faire demain? J'irai voir tous les écriteaux annonçant des locaux libres. 3, non, 2. 2 pièces nous suffiront. Je crois même que mes paroles de ce soir étaient bêtes. Nous aurons assez d'argent. Oui, j'ai vu ses yeux. J'ai vu ce qu'elle peut faire, et je suis sûre que nous aurons suffisamment d'argent. Tout ce que nous aurons sera pour elle, et nous travaillerons, amie Vassia. Maintenant, nous pouvons risquer 25 roubles pour le loyer, car vois-tu, un appartement, c'est tout. De belles pièces, et aussitôt, l'homme devient gai, et ses rêves s'éclaircissent. Lise sera notre trésorier. Pas un kopek de perdu avec elle. Penses-tu que je vais aller au café? Pour qui me prends-tu donc? De plus, nos traitements vont être augmentés, et comme nous ferons notre service d'une façon exemplaire, nous pourrons compter sur des gratifications. Crois-moi, le travail marchera. Nous serons comme des bœufs au labour. Imagine-toi. Et la voix d'Arcade trembla d'émotion joyeuse. Chacun de nous reçoit aujourd'hui 30 à 35 roubles inattendus. À chaque gratification, on lui achète un bonnet, ou une écharpe, ou des bas. À propos, il faudra qu'elle me tricote une écharpe. Regarde la mienne, comme elle est vilaine. M'a-t-elle fait honte aujourd'hui? Oui, tu es bon, toi aussi. Tu me présentes à elle, tout engoncé, et je suis là comme avec un collier de cheval autour du cou. Mais l'affaire n'est pas là. Je prends l'argenterie à mon compte. Je suis obligé de vous faire un cadeau de noces. C'est mon devoir, et c'est une joie pour moi. C'est à cet achat que je vais consacrer ma gratification de nouvelle année. J'espère qu'elle ne m'échappera pas. Je vous achèterai donc des cuillères en argent, des couteaux, et moi je m'offrirai un beau gilet, car c'est moi qui serai garçon d'honneur. Quant à toi, il faudra marcher droit. Je vais te surveiller, une trique à la main, pour que tu finisses ton travail à temps. Une fois terminé, nous voilà de nouveau heureux. Nous passerons nos soirées chez elle. Dieu que ce sera beau. Quel malheur que je ne puisse t'aider. C'est regrettable que nous n'ayons pas la même écriture. J'aurais fait la copie à ta place. Oui, répondit Vassia. Oui, il faut se presser, car je crois qu'il n'est pas loin de 11 heures.
Il s'était borné jusqu'alors à écouter, tantôt souriant, tantôt cherchant à interrompre d'un geste les épanchements enthousiastes de son ami. Mais en prononçant ces derniers mots, il devint soudain taciturne et pressa le pas. Une pensée lourde accablait sa tête brûlante. Il lui semblait que son cœur cessait de battre. Arkad Ivanovitch s'inquiéta, mais ses questions précipitées restaient sans réponse. Vassia cherchait visiblement à esquiver toute conversation et ne lâchait que des monosyllabes et des exclamations sans suite, sans rapport avec les paroles d'Arcade. « Mais qu'as-tu donc enfin » insista ce dernier en courant derrière son ami. « Que crains-tu donc » Vassia manifesta une vive impatience. « Assez causé, frère !»« Allons, point de tristesse, Vassia, » interrompit Arcade. « Je t'ai vu souvent terminer tes travaux, avant les délais fixés. Il n'y a rien à dire. Tu es habile. Le cas échéant, on pourra même activer. Je te dis que tu arriveras à temps. Il est compréhensible qu'un peu ému et énervé, tu ne puisses pas aller très vite aujourd'hui. Mais demain... » Vassia ne répondait rien, marmottant seulement des mots confus. Suivis d'Arcade inquiet, ils arrivèrent à la maison. Sans perdre de temps, Vassia s'assit devant son travail. Arcade silencieux se dévêtit et se coucha, ne quittant pas son ami du regard. Une crainte vague le prenait. « Que peut-il avoir ?» se demandait-il. Observant la figure pâle de Vassia, ses yeux brillants et l'inquiétude qui se manifestait dans chacun de ses mouvements. Comme ses mains tremblent, ne vaudrait-il pas mieux lui conseiller de se coucher 1 heure ou 2 ? Il se calmerait peut-être. Vassia, qui venait de terminer une page, leva les yeux, regarda Arcade et aussitôt reprit sa plume. « Écoute, Vassia, dit Arkad Ivanovitch, si tu te reposais un peu, on dirait que tu as la fièvre. » L'air irrité, Vassia regarda de nouveau son ami et ne répondit pas. « Quelle figure tu as, Vassia ?» L'autre se ressaisit enfin. « On pourrait peut-être prendre du thé, Arkasha, dit-il. »« Pourquoi ? Cela donne des forces. Je n'ai pas sommeil et je ne dormirai pas. Je continuerai d'écrire. En attendant, je vais me reposer un peu en buvant du thé. Ce mauvais moment passera. » « Très bien, ami Vassia, très bien. C'est ce que j'aurais dû te proposer, et je m'étonne que ce ne me soit pas venu tout de suite à l'idée. Mais la servante est couchée. Comment faire pour la réveiller ? » « Ah oui, après tout, bêtise que tout cela, reprit Arcade, sautant en bas de son lit. Je vais mettre chauffer le samovar moi-même. Ce ne sera pas la première fois. » Tel qu'il était, pieds nus, en chemise, Arcade courut à la cuisine pour s'occuper du samovar et Vassia reprit ses écritures. Ensuite, Arcade s'habilla et s'en alla jusqu'à la boulangerie pour acheter des petits pains afin de réconforter Vassia pendant son travail de nuit. 1/4 d'heure après, le samovar était placé sur la table, les jeunes gens buvaient, mais la conversation ne reprenait pas. Vassia restait toujours distrait. « Et voilà !» dit-il enfin après réflexion. « Il faut aller demain présenter ses souhaits pour la nouvelle année. »« Tu n'as pas besoin. »« Frère, il le faut, répondit Vassia. Je peux signer pour toi sur les listes des visiteurs. Pourquoi veux-tu te déranger ? Tu travailleras comme un bon diable. Il faudrait rester au travail jusqu'à 5 heures, te coucher ensuite jusqu'à 8. Alors je te réveillerai. Sans cela, songe à quoi tu vas ressembler demain. » À moitié convaincu, Vassia demanda. « Sera-ce bien que tu signes pour moi sur les listes des visiteurs ? » « Pourquoi pas ? C'est ainsi que l'on procède habituellement. »« Je t'assure que je crains. »« Que crains-tu donc ? Chez les autres, je ne dis pas. Mais chez Julian Maskatovitch, qui est mon bienfaiteur, s'il lui arrivait de constater que ma signature est contrefaite. »« Constater ? Que tu es bête, Vassia. Comment veux-tu qu'il le constate ? Tu sais bien que j'imite à s'y méprendre ta signature et ton paraphe. Allons, tranquillise-toi. Qui veux-tu qui remarque cela ? » Vassia ne répondit point. Il finissait lentement son verre de thé,
la pensée ailleurs, l'air préoccupé. Bon, Vassia. Ah, si nous réussissions. Si nous réussissions. Mais tu me fais peur. Moi non plus, je ne me coucherai pas. Montre voir combien il te reste à copier. Vassia lui lança un tel regard qu'Arcade, à son tour, sentit son cœur s'arrêter. Vassia, continua-t-il avec embarras, qu'as-tu donc? Pourquoi me regardes-tu ainsi? Arcade, je t'assure qu'il vaut mieux que j'aille moi-même souhaiter la bonne année à Julian Mastakovitch. Si tu veux, répondit Arcade, qui se lassait de cette discussion vaine et contemplait son camarade d'un regard anxieux. Puis, d'un trait, il lâcha toutes ses pensées. Écoute, Vassia, tâche de te presser. Tu sais que je ne te veux que du bien, que je te dis tout ceci avec les meilleures intentions. Dieu m'est témoin. Combien de fois m'as-tu répété les paroles de Julian Mastakovitch, qui se plaît surtout, disais-tu, à voir que ton écriture est si lisible. Il n'est pas comme Sporopkin, qui lui aime que l'écriture soit très belle pour donner à ses enfants un modèle de copie et faire ainsi des économies sur les fournitures scolaires. Tandis que Julian Mastakovitch ne désire qu'une chose, lisible, lisible, encore une fois, lisible. Que veux-tu? Pourquoi te donner tant de peine à faire de la calligraphie? Je ne sais pas quoi te dire. J'ai peur pour toi, et tu me fais mal avec ton anxiété. Ce n'est rien, dit Vassia, qui de fatigue tombait sur sa chaise. Arcade s'effraya. Veux-tu de l'eau, Vassia? Allons, dit Vassia en lui serrant la main. Ce n'est rien. J'étais simplement un peu triste et sans même savoir pourquoi. Écoute, parlons d'autre chose. Ne me rappelle plus toute cette affaire. Calme-toi, pour l'amour de Dieu. Calme-toi, Vassia. Tu en viendras à bout, je t'assure. Et même si tu ne finissais pas en temps voulu, il n'y aurait pas grand mal à cela. Ce n'est pourtant pas un crime. Vassia regarda son ami d'une façon tellement étrange que l'autre se tut, effrayé, ne lui ayant jamais vu pareille expression. Arcade, dit Vassia, si j'étais seule, comme jadis. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je voudrais tout te dire comme à un ami. Du reste, je ne veux pas que tu t'inquiètes pour moi. Tu vois, Arcade, il est donné aux uns de faire de grandes choses. D'autres font de petits travaux, comme moi. Mais si on te demandait de la reconnaissance, et si tu ne pouvais pas? Je ne te comprends pas. Jamais je ne fus ingrat, continuait Vassia, comme se parlant à lui-même. Mais si je ne suis pas en état d'exprimer ma pensée, je sens néanmoins que... Il peut paraître que je montre aujourd'hui de l'ingratitude, et c'est cela surtout. C'est cette idée-là qui me tue. Mais que dis-tu là, voyons? Si tu n'arrives pas pour cette fois, en quoi veux-tu voir de l'ingratitude? Réfléchis à ce que tu dis, Vassia. La reconnaissance est-elle bornée à de si petites choses? Silencieux, Vassia leva les yeux sur son ami, dont l'argument semblait ébranler ses doutes. Il sourit même un instant, mais reprit aussitôt son expression pensive. Arcade, qui avait pris ce sourire pour le terme de toutes ses craintes, vit en cette nouvelle angoisse une décision de mieux faire et se réjouit intérieurement. « Allons, frère, dit Vassia, regarde-moi bien. Il ne faut pas que je me rendorme, cela pourrait tourner mal. Aussi, je me remets à travailler. Arcade, qu'y a-t-il encore? Rien, c'est simplement, je voulais... » Vassia reprit sa place et se tut. Arcade se recoucha. Ils n'avaient, ni l'un ni l'autre, parlé des habitants de Kolomna. Peut-être tous deux sentaient-ils que leur visite de ce soir les avait détournés de leurs devoirs professionnels. Arcade s'endormit bientôt, le cœur gros. Et le matin, quand il s'éveilla, il vit à son grand étonnement Vassia qui dormait sur la table, la plume à la main. Il était blême et semblait exténué. La chandelle venait de s'éteindre. Dans la cuisine, on entendait la servante Mavra qui préparait le samovar. Pris de peur, Arcade se leva vivement.
« Vassia, Vassia !» s'écria-t-il. « Quand t'es-tu donc endormi ?» Le jeune homme, réveillé en sursaut, se dressa effaré. « Il était 6 heures peut-être, dit-il. Qu'il fait froid la nuit. Prenons un peu de thé, et je vais me remettre au travail tout de suite. Te sens-tu mieux ? Oui, ça va mieux. Je te souhaite une bonne année, frère. À toi pareillement. Une bonne santé, frère. Ils s'embrassèrent. Le menton de Vassia tremblait. Ses yeux se mouillèrent. Arkad Ivanovitch restait silencieux. Une vague tristesse le glaçait. Le thé fut avalé vivement. « Arkad, j'ai décidé que j'irai moi-même faire visite à Julian Mastakovitch. Je t'assure qu'il ne remarquera pas, mais c'est le remords qui me torture, Arkasha. C'est pour lui pourtant que tu travailles et que tu te fatigues. Voyons, sois raisonnable. » Il se tut, puis reprit d'un ton mal assuré. « J'avais aussi l'intention d'aller là-bas. »« Où donc ?» demanda Vassia. « Chez les Artemiev. Je les féliciterai de ta part aussi. »« Ah, cher ami, moi je vais rester ici. C'est très bien combiné. Je travaillerai pendant ce temps-là. Attends un peu, je vais écrire une lettre. »« Écris donc, ami, écris, pendant que je vais me raser, faire ma toilette, nettoyer mon frac. Tu vas voir, Vassia, comme nous serons heureux et tranquilles. Allons, embrasse-moi. » Ah, si tu pouvais dire vrai. Une voix d'enfant retentit soudain dans la cuisine. « Est-ce qu'il habite ici, le fonctionnaire Choumkov ?»« Ici, répondait Mavra en faisant entrer le visiteur. « Qui est là ?» s'écria Vassia, s'élançant vers l'antichambre. « C'est toi, Petya ? C'est toi ?» Un petit garçon brun, aux cheveux bouclés, entra dans la pièce. « Bonjour, Basile Petrovitch. Je viens vous souhaiter la bonne année. Ma sœur vous salue, ainsi que maman. Ma sœur m'a chargé de vous embrasser pour elle. » Vassia, joyeux, saisit le messager, l'enleva dans ses bras et déposa un long baiser sur les lèvres enfantines qui ressemblaient étrangement à celles de Lisa. Puis il remit le garçonnet à son ami. Sans toucher terre, Petya passa dans la puissante étreinte d'Arkad Ivanovitch. « Embrasse-le, Arkad !» criait Vassia. « Veux-tu du thé, petit chéri ? Je vous remercie infiniment. Nous en avons déjà pris. On s'est levé de bonne heure aujourd'hui, et les miens sont partis à la messe. Sorette a mis 2 heures à me débarbouiller, me friser et à me raccommoder ma culotte que j'avais déchirée hier en jouant dans la rue avec Sacha. On s'amusait à se lancer des boules de neige. Tiens. Elle m'a recommandé d'aller chez vous. Puis elle m'a embrassé beaucoup de fois et elle a dit « Va trouver Vassia. Souhaite-lui une bonne année et demande s'il a bien dormi et si l'affaire dont on a parlé hier est bien terminée. Je ne sais plus quoi. Ah oui, j'ai inscrit cela sur le petit papier. » Et sortant une petite feuille de sa poche, « Ah, il s'inquiétait. Ça va être terminé. Oui, dis-lui que tout sera fini à temps. Parole d'honneur. Ah, encore, j'ai oublié de vous dire que ma sœur vous envoie une petite lettre avec un cadeau. Et moi qui oubliais. Mon Dieu, mon petit chéri, où est ta lettre ? Ah, la voilà, regarde. Arkasha, ce qu'elle m'écrit, mon aimé, ma douce. Hier, j'ai vu le portefeuille préparé pour moi. Comme il n'est pas encore achevé, elle m'envoie une boucle de ses cheveux. Regarde. » Et Vassia, tremblant d'émotion, montra à Arkasha une boucle de cheveux du plus beau noir. Puis, les ayant baisés chaleureusement, il les plaça dans une poche intérieure, tout près de son cœur. « Je commanderai un médaillon pour les mettre, » dit alors Arkad Ivanovitch d'un air décidé. « Nous aurons du veau rôti pour déjeuner, et demain on aura de la cervelle. Maman veut faire des biscuits et on en mangera plus de gruau, » dit le garçonnet qui avait réfléchi pour trouver comment terminer son discours. « Quel beau petit garçon !» s'écria Arkad Ivanovitch. « Vassia, tu es le plus heureux des hommes. » Le garçonnet but le thé qu'on venait de lui verser, mit dans sa poche la lettre de Vassia, reçut beaucoup de baisers et sortit tout joyeux. « Tu vois, frère, dit gaiement Arkad,
Tu vois comme tout va pour le mieux? Cesse donc de t'inquiéter, de penser à des malheurs imaginaires. Travaille et termine ton affaire. Je serai chez elle à 2 heures, et de là, j'irai chez Julian Mastakovitch. Au revoir, frère, au revoir. Oh, si seulement. Ça va bien, va-t'en, dit Vassia. Tu sais, j'ai décidé de ne pas aller chez Julian Mastakovitch. Au revoir. Attends, frère, attends. Dis-leur ce que tu trouveras. Embrasse-la pour moi. Et tu me raconteras ce qui s'est passé. Bon, je comprends. Ce bonheur t'a tout retourné. C'était si inattendu. Depuis hier, tu n'étais pas dans ton assiette. Tes impressions persistaient, et tu ne t'es même pas reposé. Ça va bien, ami Vassia. Reprends-toi, et au revoir. Les amis se quittèrent enfin. Toute la matinée, Arkad Ivanovitch ne cessa de penser à Vassia. Il connaissait son caractère faible et vacillant, si facilement irritable. Oui, je ne me suis pas trompé. Le bonheur l'a retourné positivement. Mon Dieu, il a fini par m'angoisser moi aussi. Pour le moindre motif, il s'exalte et pousse les choses au tragique. En voilà une fièvre. Il faut le sauver, conclut Arkad, sans remarquer que lui-même exagérait en voulant voir un grand malheur dans les pauvres petits désagréments quotidiens. Vers les 11 heures, il entra dans la loge du portier de Julian Mastakovitch pour accoler son humble nom à la longue liste des personnages de marque dont les signatures couvraient une feuille maculée de taches d'encre. Mais là, il ne rêvait pas. Devant ses yeux, la signature de Vassia Choumkov. Quelle lubie l'a pris encore, songea Arkad Ivanovitch, dérouté de nouveau par l'acte du camarade. Ses espoirs roses s'envolèrent. Il sortit. L'angoisse et la mauvaise humeur se partageaient ses esprits. Sûrement un malheur se préparait. Mais où et lequel? Remâchant de tristes pensées, il arriva à Kolomna. Distrait d'abord, il causa avec Lise. Mais en s'en allant, les larmes lui vinrent aux yeux. Réellement effrayé du manque de caractère de Vassia, plein d'anxiété sur le sort que réservait à son compagnon cette étrange faiblesse, c'est en courant qu'il partait vers son domicile, quand, passant sur le pont de la Neva, il se rencontra nez à nez avec Choumkov, qui courait lui aussi. « Où vas-tu » s'écria Arkad. « Est-ce que tu avais promis? Et le travail ?» Vassia, pris sur le fait, s'arrêta gêné. « Moi, j'allais faire un tour. »« Oui, ne pouvant plus attendre, tu t'en allais à la Kolomna. »« Ah, Vassia, pourquoi donc es-tu allé chez Julian Mastakovitch ?» Avant de répondre, Vassia fit de la main un geste découragé. « Arkad, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Allons, Vassia. Je sais, moi, ce que tu as. Calme-toi. Tu es surexcité. Et depuis hier, tu ne peux arriver à te remettre. Voyons, ressaisis-toi. Que crains-tu donc? Supporte les faits vaillamment. Tout le monde t'aime, t'entoure de ses soins. Ton travail avance. Tu le termineras sûrement en temps voulu. Je sens que tu te fais des peurs stupides, que tu trembles devant des malheurs impossibles. Non, rien, ce n'est rien. Tu te rappelles, Vassia, ce n'est pas la première fois que cela t'arrive. Naguère, quand tu as monté en grade, tu voulais, dans ta joie et ta reconnaissance, doubler ta production. Et qu'en est-il résulté? Tu n'as fait que gâcher le travail. La même chose se produit aujourd'hui. Oui, Arkad, mais maintenant c'est quelque chose de tout autre. Le travail n'est peut-être même pas pressé. Pourquoi te tuer à vouloir l'exécuter au plus vite? Non, balbutia Vassia, ce n'est rien. Allons, rentrons. Comment, tu ne veux plus aller là-bas? Comment veux-tu que j'y aille, avec une figure pareille? Je réfléchis. Je ne pouvais rester sans toi à la maison. Et maintenant que tu reviens, je vais me remettre au travail. Allons. Ils repartirent, et quelque temps demeurèrent silencieux. Vassia pressait le pas. Arkad Ivanovitch parla le premier. «
Pourquoi ne me demandes-tu pas ce qui se passe chez eux ? Ah oui, eh bien, Arcacha, qu'y a-t-il de nouveau ? Le bon Arcade, troublé, contemplait son ami. Mais Arcacha, tu n'as pas figure humaine. Cela ne fait rien, ça va passer. Raconte-moi tout, Arcacha, dit Vassia d'une voix suppliante. Visiblement, il cherchait à faire diversion. Arkad Ivanovitch soupira. Il ne savait que penser. Le récit de son ami, concernant ceux de Kolomna, remonta Vassia, qui redevient bientôt loquace. Les jeunes gens déjeunèrent, et comme la vieille mère de Lisa avait rempli les poches d'Arcade de biscuits, ils les mangèrent joyeux. Après déjeuner, Vassia déclara qu'il allait dormir un peu pour rester éveillé toute la nuit. Il se coucha, et comme Arcade était invité à prendre le thé, les amis se séparèrent. En route, Arcade se promettait de rentrer au plus tôt à leur domicile, aussi les 3 heures qu'il dut passer dehors lui furent aussi longues que 3 années. Enfin, il réussit à s'esquiver. En rentrant, il fut frappé de trouver la chambre dans l'obscurité. Vassia n'était pas là. Il appela la servante et apprit que son ami ne s'était point couché, qu'il avait écrit longtemps, qu'il s'était mis à marcher à travers la pièce. Finalement, il était sorti en disant qu'il allait rentrer dans une demi-heure. Si Arcade venait, a-t-il ajouté, explique-lui bien que je suis allé me promener un peu et que je serai bientôt de retour. Pas de doute. Il est parti chez les Artemiev, pensa Arcade, en hochant tristement la tête. Un instant après, il se redressa, pris d'espoir. Il a dû terminer le travail, et ne pouvant plus y tenir, il a couru là-bas. Il n'a pas eu la patience de m'attendre. Voyons ce qu'il a fait. Il alluma la bougie et se pencha vers la table. Le travail était bien avancé et paraissait proche de la fin. Arkad Ivanovitch allait l'examiner de plus près lorsque Vassia rentra brusquement. « Ah, tu es déjà là !» balbutia-t-il avec un étonnement mêlé de frayeur. Arkad Ivanovitch gardait le silence comme s'il eût craint de questionner son ami. Les yeux baissés, celui-ci fouillait parmi les papiers. Leurs regards se rencontrèrent enfin. Celui de Vassia paraissait tellement suppliant et morne qu'Arcade tressaillit. Son cœur battait précipitamment. « Mais qu'as-tu donc, Vassia ? Qu'as-tu enfin ?» s'écria-t-il en approchant vivement pour le serrer dans ses bras. « Explique-moi tout. Je ne comprends rien à ta douleur, je ne saisis pas les raisons de ton anxiété. Dis-moi tout, sans rien dissimuler. Il ne se peut pas, je pense, que seul... » Vassia, se pressant fortement contre la poitrine de son ami, ne répondit point. On l'eût dit prêt à défaillir. « Allons, du calme, Vassia. Même si tu ne pouvais pas achever, il n'y aurait pas de mal. D'ailleurs, je te le répète, je ne te comprends pas. Pourquoi te martyriser ainsi ? Tu sais que je ferai tout pour toi. Ah mon Dieu !» continua-t-il en arpentant la chambre à grands pas et saisissant tout ce qui lui tombait sous la main, comme s'il pensait trouver un remède au mal mystérieux de Vassia. « Demain, j'irai moi-même chez Julian Mastakovitch. Je le supplierai. J'implorerai une journée de répit. Je lui expliquerai tout. Je lui dirai. »« Ne fais pas cela, mon Dieu !» dit Vassia pâle comme un linge. Il ne tenait plus en place. « Vassia, Vassia !» Il parut sortir d'un songe. Ses lèvres tremblaient. Il voulait parler, mais il ne put articuler un son. Ses mains glacées serraient convulsivement celles de son compagnon. Arcade restait silencieux et triste. Et comme Vassia levait enfin vers lui son regard apeuré, « Tu me déchires le cœur, Basile, mon cher, mon bon ami. » Les larmes jaillirent, abondantes, des yeux de Vassia, qui de nouveau s'appuya sur la poitrine de son ami. « Je t'ai trompé, Arcade, je t'ai trompé, répétait-il en sanglotant. « Je t'ai trompé, pardonne-moi, j'ai trompé ton amitié. »« Quoi ? Qu'y a-t-il ? Vassia, qu'y a-t-il ? Qu'y a-t-il enfin ?»« Voilà. » Et Vassia, d'un mouvement désespéré, tira du tiroir 6 gros cahiers, tous pareils à celui qu'il était en train de copier. « Qu'est-ce donc que tout cela ? Tu vois, ce que je dois terminer pour après-demain.
pour après-demain, et je n'en ai même pas fait le quart. » Arcade restait stupéfait. « Ne me demande rien, ne me questionne pas. » « Comment la chose est-elle arrivée ?» continua Vassia, qui semblait vouloir, dans un flux de paroles, épancher toute la douleur dont il était accablé. « Arcade, mon ami, je ne sais même pas ce qui se passait en moi. Je sors comme d'un cauchemar. Voilà 3 semaines perdues à ne rien faire, 3 semaines qu'on m'a donné cette besogne. Je remettais sans cesse, je souffrais, dans l'incertitude, j'étais sans cesse chez elle, le cœur me faisait mal, et je ne pouvais travailler. Je n'y pensais même pas. Et c'est maintenant seulement, quand le bonheur est à ma porte, que mes yeux s'ouvrent et que ma faute m'apparaît. » Vassia commença Arkady Ivanovitch d'une voix ferme. « C'est moi qui te sauverai, maintenant que je comprends tout. En effet, il n'y a pas là matière à plaisanter, mais j'entrevois le salut. Écoute-moi. Demain, j'irai chez Julian Mastakovitch. Cesse donc de hocher la tête et écoute un peu. Je lui raconterai tout. Exactement. Si, permets-moi de le faire. Je lui expliquerai. Je le persuaderai. Je lui dirai combien tu souffres. »« Tais-toi. Tes paroles me font souffrir davantage, » murmura Vassia, prostré de plus en plus. Arkady Ivanovitch avait pâli, mais il reprit vite contenance et riant. « Il n'y a que cela, rien que cela. Écoute, Vassia, vraiment tu exagères. Tu n'as pas honte de te bouleverser comme ça pour une raison si mesquine. Je vois que je te fais de la peine. Je te connais, puisque Dieu merci, nous habitons ensemble depuis plus de 5 ans. Tu es bon, tendre, mais faible, trop faible, d'une faiblesse impardonnable. Lise elle-même l'avait remarqué. Et puis tu es un rêveur, et cela non plus n'est pas bon. Je dirais plus, c'est déraisonnable. Va, je vois bien ce que tu voudrais. Ton rêve, c'est de voir Julian Mastakovitch plein de bonté, de sollicitude pour toi, peut-être même donnant une soirée en l'honneur de ton mariage. Attends, je vois que mes plaisanteries concernant Julian Mastakovitch semblent te fâcher. Aussi je te laisse, mais sache que je l'estime autant que toi-même tu peux le faire. C'est cela, ton mariage te rend si heureux que tu ne voudrais plus voir que des heureux sur la terre. Tu désirerais qu'à moi, ton meilleur ami, il me tombât tout à coup une fortune de 100 000 roubles. Tu souhaiterais que tous ceux qui se haïssent, soudain réconciliés, vinssent te rendre visite, amicalement enlacés. Mon ami, mon cher, je ne ris pas en disant cela, c'est ainsi. Toi-même, tu me l'as souvent fait entendre de bien des façons. Je l'ai dit, étant heureux, tu veux que le monde entier le devienne aussi. Tu souffres d'être seul à posséder le bonheur. C'est pour cela que tous tes désirs tendent vers un seul but, te montrer digne de ce bonheur qui t'arrive. Même pour calmer ta conscience, peut-être, tu te sens des besoins d'héroïsme. Et c'est pourquoi tu te tortures pour avoir failli, là où il aurait fallu faire preuve d'empressement, et comme tu le dis en exagérant un peu, de reconnaissance. Je comprends l'amertume que tu éprouves en songeant que Julian Mastakovitch se renfrognera et se dira que sa confiance était mal placée, que tu n'as pas justifié les espoirs qu'il avait mis en toi. Tu penses, avec inquiétude, avec remords, aux reproches que tu recevras sans doute, et en un instant pareil encore. Quand ton cœur déborde de joie et que tu ne sais sur qui déverser tes trésors d'affection. N'est-ce point cela? N'est-ce point juste ce que je dis? Arkady Ivanovitch, dont la voix tremblait, se tut et respira longuement. Vassia le contemplait avec attendrissement. Un sourire vint errer sur ses lèvres. Un semblant d'espoir avivait même son visage. « Alors écoute-moi bien, reprit Arcade, et sa voix prenait plus de force à mesure qu'il se rendait compte de l'effet de ses paroles. Il ne faut donc point que Julian Mastakovitch ait sujet de se départir de sa bienveillance envers toi. N'est-ce pas, mon ami? La question est là, n'est-ce pas? Par conséquent, c'est moi qui me dévouerai pour toi. » Et Arkady Ivanovitch, se levant, redressa sa haute taille. « Dès demain, j'irai chez Julian Mastakovitch. Allons, ne recommence pas à discuter. Tu fais d'un petit manquement un crime. Mais lui, Julian Mastakovitch,
est pitoyable et noble, et ce n'est pas un faible comme toi. Il nous écoutera et nous sortira généreusement de la mauvaise passe. Es-tu content ?» Vassia, les yeux mouillés, serra les mains d'Arcade. « Assez, frère, assez, dit-il. L'affaire est classée. Je n'ai pas fini, mais tant pis. Ce n'est pourtant pas la peine que tu ailles là-bas. Je raconterai tout en allant moi-même chez Julian Mastakovitch. Je suis calme, tu vois, tout à fait calme. Mais n'y va pas, toi. Écoute-moi. »« Vassia, mon cher Vassia, s'écria Arkady Ivanovitch, tout joyeux. Je parlais selon tes paroles. Je suis heureux que tu aies reconquis tes esprits. Mais quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, sache que je suis toujours à tes côtés. Je vois ce qui te tourmente aujourd'hui. Tu ne veux pas que j'aille parler à Julian Mastakovitch. Bien, je n'irai pas, et je ne lui parlerai point. Tu iras toi-même, demain. Ou bien non, tu n'iras pas, et tu continueras ta copie, comprends-tu ? Quant à moi, je tâcherai de savoir ce qui se passe. Je m'informerai. Je saurai si l'affaire est vraiment pressée, si réellement ce travail doit être terminé pour un jour fixé, et ce qui arriverait au cas où tu ne le livrerais pas à temps. Puis je t'apporterai les résultats de mon enquête. Tu vois. Déjà il y a quelque espoir, et si l'affaire n'est point urgente, tu vois que tout peut peut-être s'arranger. Julian Mastakovitch ne se rappelle peut-être même pas l'affaire. Alors, tout sera oublié. Vassia hocha la tête d'un air de doute, mais un sourire reconnaissant éclairait son visage. « Ça va bien. Je suis si faible et si fatigué, dit-il d'une voix oppressée. Puis il continua. « Je ne veux plus y penser. Parlons d'autre chose. Il vaudrait mieux arrêter ma copie. Je ne ferai que terminer ces 2 pages qui finissent un chapitre. Arcade, voilà longtemps que je voulais te demander. Comment se fait-il que tu me connaisses si bien ?» Il pleurait maintenant sans contrainte, et ses larmes inondaient les mains de son ami. « Si tu sentais l'amitié profonde que j'ai pour toi, dit Arcade, tu ne me poserais pas une pareille question. »« Oui, Arcade, je ne sais pas, car je ne peux comprendre pourquoi tu t'es pris pour moi d'un tel attachement. Je te dirais même que ce sentiment, parfois, me faisait mal. Combien de fois, en m'endormant, car c'est toujours vers toi que s'en allaient chaque soir mes dernières pensées, mes yeux s'emplissaient de larmes et mon cœur se serrait. Parce que je sentais que tu m'aimais tant et que je ne pouvais rien faire pour te manifester ma reconnaissance. Tu vois, Vassia, comme tu es drôle. Comme te voilà énervé maintenant, lui reprocha Arcade, et il revit la scène de la veille dans la rue. Tu veux que je sois calme. Pourtant, songe que jamais de ma vie, je n'ai pu vivre tranquille et heureux. Je te l'assure, je voudrais tout te raconter, mais j'ai peur de te faire de la peine. Tout cela te rend triste, tu me grondes et ça me chagrine infiniment. Tu me vois tout tremblant, et je ne sais même pas pourquoi. Je voulais te faire cet aveu. Il me semble que je ne me suis jamais connue. Oui. Et je crois bien que d'hier seulement j'ai appris à connaître les hommes, à les apprécier. Mon cœur était dur. Je n'ai jamais pu faire de bien à qui que ce soit. Je ne savais comment m'y prendre. Ça m'était de toute impossibilité. Et mon air même est sans doute peu engageant. Pourtant, tout le monde me voulait du bien. Toi le premier, je suis obligé de le constater. Et cependant, je ne fais que me taire toujours. Ne parle pas ainsi, Vassia. Mais je ne dis rien que de juste, reprit Vassia, la voix pleine de larmes. Hier, je t'ai parlé de Julian Mastakovitch. Tu sais comme il est sévère, morose parfois. Toi-même, tu as supporté maintes réprimandes de sa part. Et cependant, ne voilà-t-il pas qu'hier, il s'est mis à plaisanter avec moi, à me parler gentiment, à me montrer un cœur qui jusqu'ici il semblait vouloir dissimuler à tous. Qu'est-ce que cela fait donc, Vassia ? Cela montre que tu es digne de ton bonheur. Oh, Arcacha, comme je voudrais pouvoir finir ce travail. Un pressentiment me trouble. Pas à cause de tout cela, s'écria-t-il en voyant qu'Arcade considérait les papiers entassés sur la table. Ce n'est rien, c'est du papier, des bêtises. Ça, c'est une affaire réglée. Non, Arcacha,
Je suis allée aujourd'hui chez elle, et je ne suis même pas entrée. Arrêtée à la porte, j'écoutais Lisa qui jouait du piano. Et quelque chose de lourd, de morne, d'amer m'écrasait le cœur. « Tu entends, Arcade, termina-t-il à voix basse. Je n'ai pas osé entrer. Voyons, Vassia, pourquoi me regardes-tu ainsi? Pourquoi je n'en sais rien. Je me sens mal, mes jambes tremblent. C'est sans doute la fatigue de la nuit. Des papillons verts passant devant mes yeux. Et ici. Il eut un geste pour porter la main vers son cœur et tomba évanoui. Quand il fut revenu à lui, Arcade insista pour le faire coucher, mais Vassia s'en défendit. Il pleurait, se tordait les mains, voulait absolument terminer la copie de ces 2 pages. Pour ne pas l'exciter davantage, Arcade dut lui permettre de reprendre ses papiers. « Écoute encore, dit Vassia, en prenant place devant sa table. J'ai une idée et comme un espoir. » Un sourire parut un instant sur ses lèvres. Son regard atone s'anima d'un peu de vie. « Voici ce que je vais faire. Après-demain, je porterai une partie du travail. Pour le restant, j'inventerai un prétexte. Que les papiers ont brûlé, ou que je les ai perdus, ou peut-être même, ne sachant pas mentir, je dirai simplement la vérité. Et j'expliquerai l'affaire en disant que je n'ai pu terminer. Je lui parlerai de mon amour. Julian Mastakovitch vient lui-même de se marier, et il me comprendra. Tout cela, je lui dirai d'une façon respectueuse, calme. Il verra mes larmes, et il en sera touché. Tu as raison. Va le voir. Parle-lui. Cependant, les larmes sont inutiles. À quoi bon? Ah, tu n'as vraiment fait peur, Vassia. Oui, j'irai. En attendant, laisse-moi écrire. Arcade se jeta sur son lit. Il était loin de faire confiance à son ami, car il savait cet être faible capable de tout. Demander pardon. À qui? Pourquoi? L'affaire n'avait pas tant d'importance. Toute l'histoire se réduisait à ceci, que Vassia se sentait fautif devant lui-même, qu'il se reprochait d'être un ingrat, qu'il était abattu et surtout remué par tant de bonheur dont il se croyait indigne. Enfin, il se tuait dans cette recherche incessante, maladive, de quelque prétexte à être malheureux, et la preuve c'était que depuis hier, il n'avait pu encore revenir à un état normal et paraissait être toujours dans l'attente de quelque événement inattendu. Telles étaient les pensées d'Arcade Ivanovitch, de plus en plus résolu à tirer son ami de cette crise d'abattement, à le réconcilier avec lui-même. Il songeait ainsi et décida de se rendre dès le lendemain matin chez Julian Mastakovitch pour l'aviser de ce qui se passait. Assis à sa table, Vassia continuait son travail. Arcade Ivanovitch, mourant de fatigue, se coucha et s'endormit en rêvassant à toutes ces choses. Il ne se réveilla qu'à l'aube. « Que diable! Encore » s'écria-t-il en apercevant Vassia qui écrivait toujours. Arcade s'élança vers lui, le saisit dans ses bras et le porta sur son lit. Vassia souriait vaguement et ses yeux se fermaient. Il avait peine à parler. « J'avais voulu me coucher. J'ai eu une autre idée, Arcade. Je vais finir bientôt. Ma plume court vite, mais maintenant, je ne puis rester plus longtemps. Réveille-moi donc à 8 heures. » Sa tête s'inclinait. Il sombra dans un sommeil de plomb. « Mavra, » dit tout bas Arcade Ivanovitch, s'adressant à la servante qui apportait le thé. « Il demande qu'on le réveille dans 1 heure, mais ne le fait sous aucun prétexte. Il faut qu'il dorme 10 heures au moins. Comprends-tu ? » ?»« Je comprends, monsieur. Ce n'est pas la peine de préparer le déjeuner. Ne fais pas de bruit avec le bois. Tu jetteras un coup d'œil de temps en temps. S'il me demandait, tu diras que je suis allé à mon bureau. »« Je comprends, monsieur. Il n'a qu'à dormir tranquillement. C'est bien le meilleur pour lui. Je suis contente de le voir se reposer. C'est pour son bien, et je vous suis bien dévouée à tous les deux. Hier, vous avez daigné me gronder au sujet de la tasse cassée. Ce n'est pas moi, c'est le chat qui l'a cassée. Je ne l'avais pas surveillé. Je lui ai crié après.
Va-t'en, maudit. C'est bon, tais-toi. Arkad Ivanovitch renvoya Mavra à la cuisine, l'y enferma, prit la clé et sortit doucement pour s'en aller à son service. Tout le long de la route, il se plongea dans des réflexions. Comment allait-il se présenter devant Julian Mastakovitch ? Comment l'avertir de l'état de Vassia ? Cette démarche ne serait-elle pas un peu osée ? Il arriva perplexe à son bureau et timidement demanda si son Excellence était là. On lui répondit que non et qu'elle ne viendrait pas aujourd'hui. Arkad Ivanovitch, un instant, eut l'idée d'aller trouver son supérieur chez lui. Mais aussitôt, pesant le pour et le contre, il jugea avec assez d'à-propos que si Julian Mastakovitch n'était pas venu, c'est qu'il était retenu chez lui par des occupations sérieuses dont il serait malséant de le déranger. Il resta donc, et les heures passèrent, infiniment longues. Il voulait se renseigner sur le travail dont Choumkov était chargé, mais nul ne put rien dire. Tout ce qu'on savait, c'est que Julian Mastakovitch confiait souvent des affaires à Choumkov, mais on n'en connaissait pas davantage. Enfin, 3 heures sonnèrent, et Arkad Ivanovitch s'empressa de quitter le bureau. Dans l'entrée, il fut arrêté par un collègue qui lui dit que Basil Petrovitch Choumkov était venu, vers 1 heure, demander si Arkad Ivanovitch était là, ainsi que Julian Mastakovitch. Cette nouvelle plongea encore une fois Arkad dans l'inquiétude. Ayant hâte de rentrer, il héla un fiacre. Tout le long du chemin, son angoisse grandissait. Choumkov était là. Il se promenait à travers la chambre, dans un état d'énervement extrême. À la vue d'Arkad, il chercha à se maîtriser et à dissimuler un peu son trouble. Il abandonna sa promenade et, silencieux, s'assit à sa table de travail. Il semblait vouloir éviter toute question. On eût dit qu'en proie à une idée fixe, il se réfutait à se confier même à la fraternelle affection d'Arkad, qui, le cœur serré, l'esprit saisi devant les nouveaux ravages du mal, ne put que s'asseoir sur son lit et, pour se donner une contenance, ouvrir un livre au hasard, sans quitter des yeux le pauvre Vassia. Celui-ci se taisait toujours et écrivait, sans lever la tête un seul instant. Quelques heures s'écoulèrent ainsi, et le martyre d'Arkad allait croissant. Enfin, vers 11 heures, Vassia leva vers son camarade un regard immobile et comme mort. Arkad attendit, le cœur arrêté. 2 ou 3 minutes passèrent. Vassia restait silencieux. « Vassia !» cria Arkad. Pas de réponse. « Vassia !» cria Arkad, courant vers la table. « Mais qu'as-tu donc ? Dis-moi ce que tu as. » Le jeune homme leva un peu plus vers son ami le même regard figé, stupide. « Mais c'est la catalepsie !» murmura Arkad, qui se sentait défaillir. Et saisissant une carafe, il souleva la tête de Vassia, versa l'eau froide, frotta les tempes, frappa rudement les mains inertes. Vassia revint à lui. Arkad criait, à travers ses larmes. « Vassia, Vassia, réveille-toi, reprends tes esprits !» Sa voix s'étranglait. Il serra son ami dans ses bras. Vassia semblait vouloir arracher de son cerveau une impression morne et lourde. Il passait et repassait sur son front ses doigts crispés. Tout à coup, il saisit sa tête entre ses mains, comme s'il craignait que son crâne éclatât. « Je ne sais pas ce qui m'arrive, dit-il enfin. Je crois que ça va mal. »« Allons, ça va bien, Arkasha, ne t'attriste pas. »« Allons, ne t'attriste pas, répétait-il, en regardant son ami d'un air hagard. « Pourquoi s'attrister ?»« C'est toi qui veux me consoler ?» gémissait Arkad accablé. « Vassia, couche-toi, dors un peu, il faut te reposer. Tu reprendras le travail plus tard. »« Oui, je vais me coucher. Bien, oui, tu vois, j'avais voulu finir, et à présent j'ai changé d'idée. » Arkad l'attira sur le lit et le coucha. « Voyons, frère, dit-il d'un air résolu, il faut se décider. Dis-moi ce que tu comptes faire. »« Ah !» murmura Vassia. Et de la main, il fit un geste découragé. Puis, il tourna la tête vers le mur. « Il faut se décider, Vassia.
répéta Arcade. Nous allons parler. Il le faut, c'est pour toi. Tu ne vas pas t'endormir, j'espère. Comme tu voudras, dit Vassia d'un air mystérieux. Le voilà plus calme, songea Arcade. Suis-moi bien, continua-t-il. Obéis-moi. Rappelle-toi ce que j'ai dit hier. Je te sauverai. C'est demain que ton sort se décidera. Qu'est-ce que je dis là? Ton sort. Tu m'as tellement effrayé que je parle moi-même sans raison. Voici donc que Julian Mastakovitch est bien disposé à ton égard, et tu voudrais rester dans ses bonnes grâces, gagner son amitié peut-être. Eh bien, tu ne perdras rien. Tu vas voir. Arkad Ivanovitch était parti pour raisonner longuement Vassia, mais celui-ci l'interrompit. Il se dressa sur sa couche, silencieusement, attira vers lui la tête de son ami et l'embrassa. « Assez, dit-il d'une voix faible, assez. Ne parlons plus de cela. » Et se recouchant, il se tourna encore vers le mur. Arcade le contemplait, pris d'un véritable désespoir. « Ah, s'il pouvait seulement tomber malade, songeait-il, cela vaudrait mieux. La maladie lui ferait oublier ses soucis et tout pourrait s'arranger. Mais voilà maintenant que je dis des bêtises. Oh mon Dieu !» Cependant, Vassia semblait s'endormir et Arkad Ivanovitch en tira bonne augure. « Cela va bien, pensa-t-il, et il décida de ne pas se coucher de la nuit. Vassia était agité, à chaque instant il sursautait, se retournait, ouvrant puis refermant les yeux. Enfin, la fatigue eut le dessus, et de nouveau, ce fut l'anéantissement dans un sommeil de mort. Il était 2 heures du matin, quand Arkad Ivanovitch s'assoupit, le coude appuyé sur la table. Il eut un rêve étrange. Il lui semblait qu'il était toujours éveillé et qu'il regardait Vassia, toujours étendu sur son lit. Mais chose étonnante, Vassia lui paraissait feindre le sommeil, comme si, d'un instant à l'autre, il allait se lever et, surveillant Arcade du coin de l'œil, se remettre à ses écritures. Et en effet, il se glissait lentement vers la table. Arcade se sentait navré et fâché, et en même temps de voir que Vassia se cachait, ne lui montrait aucune confiance. Il aurait voulu le saisir, l'emporter de nouveau sur son lit. Mais ce geste, fait au prix de 1000 efforts, il ne tenait plus dans les bras que le cadavre de Vassia. Une sueur froide perlait à son front. Son cœur battait précipitamment. Il s'éveilla brusquement, ouvrit les yeux. Vassia, assis à sa table, écrivait. Ne sachant s'il rêvait encore, Arcade regarda le lit de Vassia. Il était vide. Secouant la pression de ce cauchemar, le jeune homme marcha vers la table. Vassia n'eut pas l'air de l'apercevoir. Il continuait sa besogne. Soudain, Arcade vit que la plume de Vassia était sèche, que son ami ne la trempait pas dans l'encrier, et qu'il retournait sans cesse les feuillets qui restaient blancs. Il se pressait, tout en paraissant cependant s'appliquer. Non, ce n'est pas une catalepsie, se dit Arkad Ivanovitch, tremblant de peur et craignant le pire. Vassia, Vassia, réponds-moi, s'écria-t-il en le saisissant par l'épaule. Mais l'autre ne répondit point tout d'abord et continua de promener sa plume sèche sur le papier blanc. Je suis arrivé à mener ma plume tout à fait vite, dit-il enfin, sans lever la tête. Arcade lui saisit la main et lui arracha la plume. Un râle secoua la poitrine de Vassia. Regardant son ami sans comprendre, il laissa tomber sa main, puis l'éleva jusqu'à son front, qu'il pressa d'un air de détresse infinie, comme s'il eût voulu se débarrasser d'un poids qui l'écrasait. Insensiblement, tout songeur, il inclina sa tête vers sa poitrine. « Vassia, Vassia !» s'écria encore une fois Arkad Ivanovitch, dont le désespoir croissait. Les grands yeux bleus pleins de larmes et le visage doux et pâle se relevèrent doucement, exprimant une angoisse sans nom. Les lèvres s'agitaient sans proférer une parole. « Que dis-tu » murmura Arcade en se penchant vers lui. « Pourquoi faut-il que je souffre » balbutiait Vassia. « Pourquoi? Qu'ai-je fait ?»« Qu'as-tu donc ?
Que crains-tu » Arcade, désespéré, se tordait les mains. « Pourquoi m'envoie-t-on pour être soldat » dit Vassia en regardant son ami droit dans les yeux. Arcade sentit ses cheveux se hérisser. Absolument désemparé, il se tenait là, terrifié, haletant. Il revint à lui 1 minute après. Cela n'est peut-être que passager. Il se vit tout pâle dans le petit miroir, les lèvres violacées et tremblantes. Il se vêtit précipitamment. Il voulait aller chercher un médecin, mais Vassia le rappelait déjà. Arcade courut vite à lui et le serra dans ses bras, comme ferait une mère à qui on voudrait enlever son enfant. « Arcade, ne dis rien à personne. Je veux supporter tout seul mon malheur. »« Que vas-tu chercher encore ? Reviens à toi, Vassia. » Le jeune homme poussa un profond soupir. Les larmes ruisselaient sur ses joues. « Pourquoi la tuer ? Qu'a-t-elle donc fait ? » reprit la voix torturée. « C'est ma faute, uniquement ma faute. » Un silence. Puis tout bas, balançant sa pauvre tête. « Adieu, mon aimé, adieu. » Arcade se ressaisit et de nouveau se dirigea vers la porte pour aller chercher le docteur. « Allons, il est temps, » s'écria Vassia, entraîné par le mouvement d'Arcade. « Allons, frère, je suis prêt. Tu m'accompagneras. » Il se tut soudain, contemplant son camarade d'un regard méfiant. « Vassia, reste là. Ne viens pas avec moi. Pour l'amour de Dieu. Je reviendrai te chercher. » Arkad Ivanovitch, lui aussi, perdait la tête. Il avait pris sa casquette et s'apprêtait à sortir. Vassia, calme et obéissant, s'assit. Seuls, ses yeux décelaient une étrange résolution. Arcade, revenant sur ses pas, enleva discrètement un canif qui se trouvait sur la table, puis, lançant au malheureux un dernier regard, il quitta la chambre en hâte. Il était 8 heures. La lumière du jour avait depuis longtemps déjà chassé les ténèbres. Arcade courut plus d'1 heure sans trouver un médecin. Ceux dont il apprit l'adresse chez les concierges avaient quitté leur maison, certains pour se rendre à leur service d'hôpital, d'autres appelés en ville par leur visite. Un seul était chez lui, en train de recevoir ses malades. Il questionna longuement son domestique, qui lui annonçait l'arrivée de Nefedovitch, lui demandant quel était ce nouveau client, ce qu'il désirait, quel genre et quelle apparence il avait. Il conclut enfin en disant qu'il ne pouvait s'absenter, qu'il avait trop à faire chez lui, vu le grand nombre de malades qui s'entassaient dans le salon d'attente, et qu'étant donné le cas de Vassia, il importait de le conduire séance tenante à l'hôpital. Arcade, n'ayant pas prévu pareille réponse, et ne sachant plus que tenter, laissa là tous les médecins du monde et revint vite à la maison, partagé entre le désespoir et la crainte de laisser Vassia tout seul. En arrivant, il vit Mavra, qui, comme si de rien n'était, balayait tranquillement, cassait du bois et se préparait à allumer le feu. Il se précipita dans la chambre. Vassia n'y était pas. Où est-il allé, le malheureux ? Songea Arcade, le froid au cœur. Il questionna Mavra, sans pouvoir obtenir une réponse sensée. La servante ne savait rien, n'avait rien entendu, n'avait pas vu sortir Vassia. L'idée vint tout de suite à Nefedovitch que le pauvre garçon était chez les Artemiev. Il y courut. Il était 10 heures quand il arriva. On fut surpris de cette visite, car ces dames ignoraient tout de l'effarante nouvelle. Le jeune homme n'était pas là. Arcade, les yeux fous, la voix rauque, répétait sans cesse « Où est Vassia ?» Et de leur côté, la vieille mère Élise, tremblante de peur, le pressait de questions, demandait âprement « Mais qu'est-il arrivé ? Qu'y a-t-il ? Que répondre ?» Arkad Ivanovitch pensa s'en tirer en inventant quelques fables maladroites qui, bien entendu, ne furent guère jugées plausibles. Et il partit, laissant les 2 femmes au comble de l'anxiété. Il prit en hâte le chemin de son bureau pour ne pas arriver en retard et aussi pour faire connaître l'état de Vassia. En route, il eut l'idée que son ami pouvait être chez Julian Mastakovitch. C'était la supposition la plus raisonnable
et qui lui était déjà venu en allant chez les Artemiev. Il avait même alors été sur le point d'arrêter la voiture devant la maison de son Excellence, mais à la réflexion, il avait continué son chemin. Maintenant, il allait voir si les bureaux ne savaient rien et il se rendrait ensuite chez son Excellence pour l'informer de ce qui se passait. Dès l'antichambre, il fut entouré par des collègues de son âge qui tous à la fois lui demandèrent ce qui était arrivé à Vassia. Les voix mêlées s'accordaient à dire qu'il était devenu fou, qu'il croyait qu'on allait le faire partir comme soldat pour négligence dans l'accomplissement de son service. Quant à Arkad Ivanovitch, lançant des réponses de tous côtés, sans rien dire de positif, il se précipita dans les bureaux. Là, il apprit que Vassia était dans le cabinet de Julian Mastakovitch, où se trouvaient déjà réunis tous les supérieurs, et jusqu'à Esper Ivanovitch lui-même. Arkad Ivanovitch s'arrêta un instant, car un de ses chefs lui demandait où il allait et ce qu'il voulait. Sans remarquer la figure de son interlocuteur, Arkad répondit par quelques mots vagues, où l'autre put distinguer le nom de Vassia, et reprit sa course vers le cabinet de son Excellence, d'où montait la voix de Julian Mastakovitch. « Où allez-vous » lui demanda-t-on à l'entrée. Arkad Ivanovitch, affolé, voulait déjà s'enfuir et retourner dans son bureau, quand par la porte entr'ouverte, il aperçut son pauvre Vassia. Il se glissa dans le cabinet, où régnait un désarroi insolite. La stupéfaction se peignait sur tous les visages, et Julian Mastakovitch, si glacial et si posé d'ordinaire, paraissait profondément attristé. Arkad, en regardant son ami, sentit le désespoir lui serrer la gorge. Il voyait les hauts fonctionnaires entourer son Excellence, discutant à voix basse et visiblement ne sachant quoi décider. Vassia se tenait dans un coin, silencieux et morne, tout pâle, la tête levée comme un conscrit devant les chefs, les mains immobiles à la couture du pantalon, les talons joints. Son regard ne quittait pas le visage de Julian Mastakovitch. Les fonctionnaires avaient remarqué l'entrée de Nefedovitch, et l'un d'eux, qui était au courant de l'amitié des deux jeunes gens et savait qu'ils habitaient ensemble, avisa son Excellence de la présence d'Arkad. Celui-ci s'approcha, sur un signe de Julian Mastakovitch. Il voulut répondre aux questions qu'on lui posait, mais en regardant son chef, ses yeux se brouillèrent. Il se mit à trembler comme un enfant pris en faute, saisit la main de son Excellence et la porta à son front, la mouilla de larmes. Julian Mastakovitch, la retirant, dit « Assez, frère, je vois que tu as bon cœur. » Arkad sanglotait, lançant autour de lui des regards suppliants. Il lui semblait que tous ces hommes étaient bons, qu'ils étaient bien des frères du pauvre Vassia, et que son malheur les frappait autant que lui. « Que lui est-il arrivé ? Comment cela est-il venu ? » demanda le chef. « Pourquoi est-il devenu fou ?»« De reconnaissance, dit Arkad avec effort. La réponse accrut la stupéfaction de l'auditoire, tellement elle paraissait étrange et déraisonnable. Comment un homme pouvait-il devenir fou de reconnaissance ? Arkad s'expliqua comme il put. « Mon Dieu, quel malheur !» murmura enfin Julian Mastakovitch. « Et dire que ce travail n'avait rien d'urgent, et voilà un homme perdu pour si peu de choses. Enfin, il faudrait l'emmener. » Julian Mastakovitch s'adressa de nouveau à Arkad Ivanovitch. « Il m'avait demandé, dit-il en désignant Vassia, de n'en rien dire à une jeune fille. Est-ce sa fiancée ?» Arkad donna les renseignements qu'on attendait, son supérieur. Vassia, qui avait l'air de songer profondément, sembla concentrer davantage encore son esprit, comme pour ressaisir une pensée fuyante. Il souffrait visiblement, d'on ne savait quelle attente, et regardait Arkad avec angoisse, cherchant avidement à lire dans ses yeux une chose importante, qu'il avait oubliée, si étrangement, et les mots nécessaires qui ne parvenaient plus à rassembler son pauvre cerveau.
Enfin, il eut un soupir de soulagement, une lueur d'espoir. Il partit en avant du pied gauche, fit 3 pas, et s'arrêta en frappant du talon, comme un soldat devant son officier. Tous attendaient inquiets. « J'ai un vice de conformation. Votre Excellence, je suis faible. Je ne suis pas bon pour le service, dit-il, d'une voix entrecoupée. Ici, tous les assistants se sentirent le cœur serré. Et Julian Mastakovitch lui-même, si ferme de caractère et si dur peut-être, ne put retenir ses larmes. « Emmenez-le, dit-il, et il fit de la main un geste désespéré. « Ma tête, dit Vassia à demi-voix. » Après quoi, il fit un demi-tour selon les principes militaires et sortit de la chambre. Presque tous le suivirent, à la fois curieux et apitoyés. Arcade lui aussi se mêla au mouvement. Vassia attendait dans l'antichambre qu'on eût établi les papiers pour son départ et que la voiture qui devait le transporter à l'hôpital fût arrivée. Il restait silencieux, mais soucieux, adressant des signes de tête à ceux qu'il connaissait comme pour leur faire ses adieux. À chaque instant, il regardait la porte, attendant, eût-on dit, l'ordre de partir. Des collègues, groupés autour de lui, secouaient la tête avec commisération. Tout le monde était frappé de cette histoire, qui maintenant avait fait le tour des bureaux. Tous discutaient, plaignaient le pauvre garçon dont il faisait les plus grands éloges. On disait que c'était un jeune homme modeste et très doux, qui promettait beaucoup. On racontait la peine qu'il s'était donnée pour perfectionner son instruction, combien il était curieux et avide d'apprendre. C'est par ses propres forces et par un travail acharné qu'il est arrivé à sortir d'une très basse condition, remarqua quelqu'un. D'autres, s'attendrissant, disaient le grand attachement qu'il avait toujours eu pour le pauvre diable. Quelques-uns revinrent sur cette idée fixe qui le torturait, de penser qu'on allait l'envoyer à l'armée parce qu'il n'avait pas exécuté son travail. On ajoutait enfin qu'issu de parents serfs, le malheureux, grâce à la protection de Julian Mastakovitch, qui avait su reconnaître en lui, avec un caractère soumis, une intelligence et une bonté rares, était arrivé à entrer au service et avait été promu à son grade à juste titre. Un des collègues de Choumkov se faisait particulièrement remarquer, malgré sa petite taille, parmi ces gens agités. Ce n'était plus un tout jeune homme, car il avait déjà passé la trentaine. Pâle comme un linge, il tremblotait nerveusement, cependant qu'un sourire étrange, un rictus presque, entrouvait ses lèvres, peut-être parce que chaque fait extraordinaire s'accompagne, en même temps, de la crainte de l'imprévu et de l'agrément, de l'attrait du nouveau. Il faisait sans arrêt le tour du groupe, se dressait sur la pointe des pieds, étirait son corps rabougri et sans cesse agrippait les boutons de ceux dont le garade autorisait ce sans-gêne en parlant de l'événement avec volubilité. Il disait que loin d'être simple, l'affaire était très importante, qu'elle avait des causes profondes, connues de lui, et qu'il ne fallait pas s'en désintéresser ainsi. Puis, il se haussait de nouveau sur les pointes, remuait 2 ou 3 fois la tête d'un air entendu et courait ailleurs continuer son manège. Enfin, l'attente se termina. L'infirmier de l'hôpital venait d'entrer, et s'approchant de Vassia, il lui dit doucement qu'il était temps de partir. Le garçon se redressa, s'agita un peu, et tout en regardant autour de lui, suivit son gardien. Il semblait chercher quelqu'un. « Vassia, Vassia !» s'enclota Arkad Ivanovitch. Le malheureux s'arrêta, et Arkad, se frayant un passage entre les curieux, arriva près de son ami. Ils se jetèrent dans les bras l'un de l'autre pour la dernière fois. Les témoins de cette scène, attristés, se taisaient. « Tiens, prends cela, garde-le, dit Choumkov, en mettant dans la main d'Arcade un petit paquet enveloppé de papier. Il me le prendrait. Tu me l'apporteras plus tard. » Vassia ne put continuer, car on l'appelait de nouveau. Il descendit l'escalier d'un pas précipité, en disant adieu à tout le monde. Le désespoir se peignait sur sa figure.
Il prit place dans la voiture, qui démarra aussitôt. Arcade défit vivement le paquet. C'était la boucle des cheveux noirs de Lisa, que Choumkov avait gardée sur son cœur. Des larmes brûlantes noyèrent les yeux du jeune homme. « Pauvre Lisa, dit-il en sanglotant. » Ses heures de présence au bureau terminées, Arcade s'en alla chez les Artemiev. Il n'y a pas de mots pour rendre la scène navrante qui suivit. Le petit Pétia, si jeune qu'il fût, avait compris le malheur arrivé au bon Vassia, et se cachant dans un coin, le visage dans ses deux mains, il sanglotait de tout son cœur d'enfant. C'était déjà le crépuscule, quand Arcade s'en revint chez lui. En arrivant à la Neva, il s'arrêta un peu, le regard perdu vers le lointain qu'obscurcissait la brune hivernale, déchirée seulement, à l'horizon, par la barre sanglante du couchant. Sur le fleuve gelé, où s'amoncelait la neige, les dernières lueurs allumaient par myriades les diamants de givre. La nuit allait se faire sur la ville, une nuit sans doute de 20 degrés au-dessous de zéro. Une buée montait des chevaux peinant sous le fouet et des gens qui soufflaient en courant le long des ponts. L'air sec retentissait des moindres bruits. Pareil à des géants, des colonnes de fumée s'élevaient des toits, s'unissant, se disjoignant. Ces masses profondes dessinaient comme une nouvelle cité au-dessus de la vieille ville. On eût dit enfin que tout ce monde, avec ses habitants, faibles ou forts, et toutes ces demeures, asiles de malheureux ou luxueux palais des puissants de la terre, que tout cela, à cette heure crépusculaire, n'était qu'un rêve fantasmagorique qui, dans un instant, allait disparaître, vapeur légère, dans le ciel bleu-noir. Une pensée étrange emplit alors le cerveau du camarade délaissé de Vassia. Il tressaillit. Le cœur battit d'un afflux de sang chaud, dont une sensation puissante mais jusqu'alors inconnue venait d'accélérer le cours. Il comprenait, pour la première fois, toute l'anxiété ambiante, toute la mélancolie du monde, cette atmosphère de vertige, tristesse et bonheur mêlés, où avait sombré la raison de son pauvre camarade. Les lèvres d'Arcade tremblèrent, ses yeux s'allumèrent, il pâlit, et à ce moment même, il entreaperçut quelque chose d'infiniment grand et nouveau. Il était devenu taciturne et morose, avait perdu tout entrain. Son ancien logement, depuis qu'il y vivait seul, lui était odieux. Il en prit un autre. Il n'était pas retourné chez les habitants de Kolomna, et c'est 2 ans plus tard seulement que le hasard lui fit rencontrer Lisa. C'était à l'église. La jeune femme était mariée. Une nourrice portant un enfant sur ses bras l'accompagnait. Il salua celle qui avait été la fiancée de Vassia. Ils échangèrent quelques phrases banales, mais tous deux évitaient visiblement de parler du passé. Lise dit qu'elle était heureuse, grâce à Dieu, qu'il vivait dans une certaine aisance, que son mari était un brave homme, qu'elle l'aimait. Mais soudain, les yeux de la jeune femme s'emplirent de larmes, sa voix s'étrangla, et se détournant pour cacher sa peine aux hommes, elle inclina son front vers les dalles de l'église.